Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Je suis Serge Alain Outou pour le décryptage quotidien de l'actualité. J'ai récemment lu avec beaucoup d'indignation dans un rapport publié par une organisation non gouvernementale en quête de notoriété qu'il y aurait plus de 400 000 déplacés internes au Cameroun. Je voudrais dire que c'est faux, c'est du fake news et il ne faut accorder aucun crédit à ce chiffre erroné. C'est une information erronée publiée à dessein par ceux qui veulent se servir de la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour en faire des fonds de commerce. Ainsi parlait Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale, lors du point de presse organisé le 4 avril dernier, comme pour battre en brèche et démonter le puzzle du Haut Commissariat aux réfugiés. Quelques jours plus tôt, le programme des Nations Unies pour les réfugiés, le programme des Nations Unies ayant pour but originel de protéger les réfugiés, de trouver une solution durable à leurs problèmes et de veiller à l'application de la Convention de Genève sur les réfugiés de 1951, déclarait qu'ils sont en tout 437 000 déplacés internes camerounais du fait de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Déplacés internes au Cameroun, guerre des chiffres et désolation. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Placé interne au Cameroun, guerre des chiffres et désolation. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Joseph Mbita. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Et merci de me recevoir ce soir. Voilà, vous êtes enseignant de philosophie, c'est bien cela? Oui, c'est cela. Voilà. Bienvenue sur le plateau. Merci, merci. Voilà, en face de vous, Jonathan Batengene. Jonathan, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tout le million de téléspectateurs de la télévision Equinox. Et bonsoir particulier à tous ceux qui sont à l'INSET de Bolova. Ok. Sociologue Jonathan Batengene. À côté de vous, Fa Elvis Tayon. Welcome, sir. Thank you very much, Serge. It's a pleasure. And special greetings to all the panelists. I see them young and vibrant. Probably we have young ideas that will come up today. And it's a special greetings to all those who come from Bengui, in Momo Division in the northwest region of the country, and all those who are watching us wherever they may be. Ok. Voilà. Roger Yono, bonsoir. Bonsoir Serge Alain et bonsoir aux milliers de téléspectateurs de Equinox Télévision et bonsoir à mes chers copanélistes. Bonsoir à la nation camerounaise. Fa Elvis, je commence avec vous. Paul Atangandji, à ces chiffres, le HCR à l'ESSIA. Le HCR parle de 437 000 déplacés internes. Pour la Tangandji, dit que c'est le tiers. Il parle de 152 000. Qui croit? Well, you know, the different figures are put in place as far as the displacement as a result of the Anglophone crisis is concerned. You know, everybody has a reason why he puts his figure. But then we are looking at a situation where we are looking at organizations that work with credibility. I said earlier that some time ago on this platform that the Anglophone crisis is where it is today because it was politicized. And because of that, all the outcomes from the Anglophone crisis is still seemingly looking politically inclined. And as a result of the different figures, I've been able to carry out some findings on the ground. Because as I said, I have been on the ground in the two regions and always been caught in the crossfire from time to time. And I can tell you different sounds of gun and who is shooting and who is not shooting from the sounds of gun. And that's the reason why it makes it different. But now, with the figures that the Minister of Territorial Administration gives, you know, first, we have a track record we work on when it comes to analyzing statements of that nature. If we have a track record of things that are not always seemingly correct, even when people bring proper figures, we have the reason to put question mark. For example, if you look at Human Rights Watch, for example, and Transparency International, in their track record, there has always been that possibility of them giving situations in Cameroon, and the Cameroon administration is always saying that they are out to destabilize.
Even when Issa Chiruma Bakari was Minister of Communication, he made several statements that these international organizations are out to destabilize the country. Now, we understand that in track recording, these organizations represented in almost all countries in the world have stood the test of time in bringing out figures which even United Nations works on, and other organizations work on these figures. It means that they have some credibility and they have their way of gathering their facts. Remember, they work through other organizations on the ground in terms of partnership, because there are times they don't get to the ground, but they get figures from those organizations that list with them in terms of partnership. And so when these figures are brought up, in the case where we don't know when the Minister of Television had his own figure right, for one reason that there are organizations linked to Human Rights Watch that have been on the ground and in the bushes where these displaced persons are. But for the government has limited itself mostly in the urban areas like Boya, Bamenda, Douala, Yaoundé. So, Elvis, le ministre Tangadji dit qu'ils ont travaillé sur la base des rapports et qu'il y a même eu après une contre-expertise. Yes, as I said earlier, we work on what we call credibility allocation. Now, if the Minister of Television says those are his figures, now the only test the minister can disprove us, and me in particular, is when he decides to sue Human Rights Watch at any international organizational court. Because if you say that Human Rights Watch is out to tarnish your image, the image of the country, and is out to bring about instability, then it means that your figures are correct. Now, to challenge the Human Rights Watch, you should be able, because Karo is the one complaining through the Minister of the Administration, you should be able to challenge by taking these persons to a higher court at the level of the United Nations or any other international court, even at The Hague, to say these people want to digitize my country. These are the figures I have, and they have given wrong figures. If you are able to do that, it means that you have carried out genuine groundwork. But if you are not able to do that, it means that something is wrong somewhere. That's why I said that somewhere, somehow, some people are not speaking the truth. But for the fact that Human Rights Watch has stood the time over 4 decades working on the ground with track records validated by the United Nations, it means that we have more reason to believe on Human Rights Watch statistics than Cameroon government statistics as of now. Roger Oyono pour Elvis, il semble être d'accord avec les chiffres avancés par le HCR. Et pour vous? Serge Alain, ce qu'il faut comprendre, c'est que le terrain politique, autrement dit le champ politique, pour parler en termes techniques, est envahi par plusieurs acteurs, entre autres les partis politiques, les pouvoirs publics, la société civile. Et dans le maillage de la société civile, on peut loger entre autres les organisations non gouvernementales, c'est-à-dire les ONG. La particularité du champ politique, c'est que dans le champ politique, c'est un champ de bataille. Autrement dit, il peut y avoir divergence d'intérêts comme il peut y avoir convergence d'intérêts entre les différents acteurs. Donc, durant ces enjeux, chaque acteur cherche en fonction des ressources dont il dispose à conquérir, voire à envahir le terrain ou bien à contrôler le champ politique. Dans cet espace donc du champ politique camerounais, il faut voir qu'il s'agit ici depuis un certain temps de l'affrontement entre les organisations non gouvernementales et les pouvoirs publics. Le HCR a rendu un communiqué en disant il y a tel nombre de déplacés. Et en retour également, le ministre dit il n'y a pas tel nombre de déplacés. Je pense que pour ne pas sortir du débat ou bien pour ne pas faire fine bouche, ça veut dire que ce soit le ministre, que ce soit le HCR, il y a quand même les déplacés. Maintenant, sur le chiffre, on peut revenir. Lorsque le ministre donne son chiffre, qui n'avoisine pas 200 000 déplacés, on peut voir quand même qu'il s'agit là du ministre de l'administration territoriale, c'est-à-dire, comme on peut parler, le patron du territoire camerounais, et qui sûrement a eu à mener une certaine expertise ayant donné ça. Mais lorsqu'on pense aussi que le HCR, c'est une organisation très sérieuse, surtout qui des Nations Unies, etc. Donc la question qui est centrale, on sait déjà qu'il y a des déplacés. Maintenant sur le nombre
le nombre peut être discuté parce que ce que le ministre également dit lorsque j'ai essayé d'écouter, de lire autant pour moi le document que le ministre a eu à produire. Le ministre dit qu'il y a certaines organisations non gouvernementales également qui profitent de temps à autre de situations de guerre pour se faire un peu, pour se faire un peu d'argent et autres. Ce que le ministre dit, je ne dis pas que c'est le cas par exemple du HCR, ce n'est pas non plus, ce n'est pas totalement faux lorsqu'on sait que en temps de guerre ou bien lorsque l'eau est trouble, certains profitent pour faire de la pêche. Donc, il faut voir qu'il s'agit d'un enjeu de pouvoir. Un enjeu de pouvoir, ici, il revient donc sur l'information. Qui a la bonne information? Le HCR ou alors le ministre de l'administration territoriale. Maintenant, lorsqu'on a déjà compris qu'il y a la bonne ou la mauvaise information, la question centrale, lorsque le HCR dit qu'il y a tel nombre de déplacés au Cameroun, c'est pour en faire quoi? Quel est le but? Quel est l'objectif? Quel est l'enjeu? Quel est l'enjeu final? Et c'est cet enjeu qui fait peur au ministre de l'administration territoriale parce qu'il dit, le HCR dit qu'il y a tel nombre de déplacés pour qu'il y ait intervention, voilà, dans le territoire camerounais, etc. Donc il faut voir peut-être qu'en fonction des enjeux, ce que tel acteur cherche à récupérer derrière telle information. Donc je pense que c'est par là-bas comment je peux orienter le débat. Et José Mbita, justement, le Paula Tangandji dit que la souveraineté du pays est engagée parce que les chiffres sont gonflés. C'est votre avis? Comme le disait Roger tout à l'heure, je pense qu'il y a un peu de... Il y a une guerre d'intérêts, oui. Cela est certain. Et je pense que c'est une question assez délicate sur laquelle il est difficile d'établir avec exactitude qu'on a affaire à tel nombre de déplacés ou non. La difficulté vient de ce que il est difficile en l'état actuel des choses, avec les difficultés qu'il y a à circuler dans ces zones-là, de faire, de pouvoir examiner de manière plus précise qui donc est vous parti. Pensez que d'un côté comme de l'autre, les chiffres ne sont pas bons parce qu'il y a la guerre? Pas bon, je dis oui, d'un certain point de vue, je veux dire que il est difficile d'établir avec exactitude en temps de guerre, en temps de conflit interne, oui. Ce genre de chiffres. Mais ce qui est certain de mon point de vue, c'est que il y a beaucoup de déplacés. Quand on regarde, moi je suis dans l'enseignement, quand on regarde un peu dans les établissements d'enseignement, des établissements bilingues, on constate que il y a de très nombreux effectifs dans les filières dans la filière anglo-saxonne, ce qui témoigne de ce qu'il y a effectivement de nombreux déplacés, parce que les enfants ne viennent pas sans les parents. Ça suppose que beaucoup de parents également sont déplacés. Mais je voudrais dire par rapport à cela que il est certain que dans ce type de situation, parce que la communication est un problème, a un enjeu politique, il est certain que les pôles d'intérêt amènent à ce que des chiffres puissent être regardés ou plutôt orientés d'un côté ou de l'autre. On peut essayer de les minimiser pour montrer qu'il n'y a pas... on ne devrait pas s'alerter à ce point-là. D'un autre point de vue, on peut, je ne pense pas, je le pense peu également, je ne pense pas trop que le HCR aurait gonflé les chiffres. Je ne le pense pas trop, parce que quand on connaît les populations qu'il y a dans ces deux régions, quand on connaît l'ampleur du conflit, je pense que de mon point de vue, il est possible que ces chiffres-là ne soient pas loin de la réalité. La réalité. C'est votre avis aussi, Jonathan? Bon, la guerre des chiffres, je ne peux pas corroborer l'un des propos parce que là, il faut avoir la méthodologie. Ni à Tangandji, ni oui, HCR. Il faut avoir la méthodologie qui a été utilisée pour recompter. Arriver à ces chiffres. Du point de vue du HCR, ils ont une méthodologie généralement. Ils enregistrent les déplacés qu'ils ont dans les camps de réfugiés dans les pays environnants. Et à partir de ces données-là, ils disent, voilà, ils établissent un rapport
qui n'est généralement pas au départ un rapport politique, c'est un rapport en vue de rechercher des financements pour entretenir ces populations. Et aussi pour elle, pour le HCR, ces fonctionnaires veulent donner une situation réelle de la situation au moment même où on vit la crise. Donc à leur niveau, les enjeux ne sont pas directement liés au HCR, parce que le HCR, lui, il essaye de faire son travail. Quoique maintenant, à l'intérieur, ceux qui ont travaillé avec le HCR, qui se requestionnent la façon dont le HCR s'y prend parfois pour aboutir à certains résultats. Parce que le HCR, on ne peut pas douter qu'étant dans le système des Nations Unies, soit aussi soumis à la pression des grands bailleurs de fonds dans le système des Nations Unies. Maintenant, cela dit, la guerre, elle est ailleurs. Si le ministre Atangandi réagit, ce n'est pas forcément parce qu'il tient à donner une situation réelle de la situation des déplacés. C'est qu'il est conscient d'une chose. Dans le contexte international, il y a l'ingérence humanitaire qui est souvent brandie pour justifier, comme disait Roger, l'intervention sur un territoire. Et cette ingérence humanitaire arrive lorsqu'on atteint un certain seuil dans une crise. Et lorsqu'on parle de 400 000 déplacés, le chiffre, il commence à inquiéter. Au niveau du système des Nations Unies, c'est un chiffre qui, lorsque ça passe auprès des autres chancelleries, on commence à se demander comment une situation de pourrissement peut avoir lieu dans une zone et nous ne faisons rien. Et là, les chiffres peuvent être donc utilisés par d'autres acteurs pour faire du lobbying à l'international, c'est-à-dire dans la recherche de partenaires qui viendraient apporter leur solution, parce qu'on ne va pas dire la solution. La solution serait qu'il y ait une solution idoine, leur solution au problème. Et cette solution est connue par le gouvernement camerounais. C'est ce qu'ils évitent depuis, et c'est ce qui est évité depuis un temps, c'est ce droit d'ingérence humanitaire. Alors, en minimisant les chiffres, le ministre évite de poser sur la table la question de la justification d'un droit de l'ingérence humanitaire au Cameroun. Et c'est ce qu'il veut éviter. La communication gouvernementale vient en fait pour s'inscrire comme étant une démarche de gouvernement visant à discréditer les chiffres du HCR pour proposer d'autres chiffres. Mais quant aux chiffres et aux résultats qu'on aboutit, il y a beaucoup de possibilités. Parce qu'au niveau international, l'action de lobbying, on ne sait pas jusqu'où elle porte. Le HCR lui-même est soumis parfois à l'action des lobbyistes. Les lobbyistes, c'est des gens qui, pour une raison ou une autre, approchent une organisation, versent de l'argent même à certains représentants de ces organisations pour obtenir des résultats. C'est des trucs qui sont légaux ailleurs, donc c'est bien organisé. Mais en fait, ça permet c'est des moyens légaux de corrompre un individu en vue d'accéder à un bien qu'on convoite dans un pays. Donc, si les lobbyistes auraient influencé la décision du HCR en ce moment-là, les chiffres du HCR pourraient être tout à fait remis en question. Ce que le gouvernement camerounais peut faire pour mettre cet argument au lieu de suivre, comme Faelvis disait tout à l'heure, les suivre en justice, parce que là encore c'est autre chose. Je ne rentre pas dans les considérations juridiques que le statut des fonctionnaires internationaux. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est demander une contre-expertise avec un cabinet qui serait donc neutre, ou bien constituer une commission neutre qui irait donc faire le recomptage de ces personnes-là pour qu'on ait les chiffres exacts qui reflètent la réalité même sur le terrain. C'est pas forcément les déplacés, c'est pas ceux qui sont dans la même région forcément. C'est aussi ceux qui viennent à Douala. On peut aller sur la base des effectifs dans les classes, oui, et un certain nombre d'éléments sur lesquels on va compter et voir les déplacés internes, combien ils sont, les réfugiés, combien ils sont, et maintenant avoir un chiffre approximatif sur la situation réelle, effectivement. Voilà, Faelvis, vous semblez d'accord sur le chiffre avancé par le HCR. Pour vous, vous êtes favorable à l'ingérence humanitaire, c'est-à-dire que si aujourd'hui on décide d'intervenir pour ces populations, vous allez accueillir favorablement? Well, it's a good question, but you know, it beats my imagination, because if you have to carry out a distribution exercise, you know, I've been saying that we need to be serious in this country because we are not serious. If I talk probably it's because I am a victim of it. I've lived in Bamenda throughout. I am an IDP.
I was not living in Douala because I had ever loved living in Douala. You understand? But now circumstances forced me to be wherever I am today. Vous êtes un Camerounais, vous devez. Yes, I'm a Cameroonian. Yes, no, yeah, you are very right. But let circumstances not force me because I came to Douala not prepared. But I would have loved. I used to come to Douala on visit, come to your studio, go to other TV channels on a visit. It's normal. It's Cameroon. I can go to Garoua anywhere. My worry is that when you are displaced, when you are not prepared. Now, when you see me talking about arguing the figures, government officials might not be happy with me, but it's the bitter truth because I come from the era affected. That one is the truth. Now, if you take more than 200 villages burnt already, people are not living there. You come to the whole of Boro division, there is seemingly just few persons who are in Fundong and few who are in Bingo because of health issues. Gunshots all around that area. Now, these are areas that had thousands of people living there. Un petit arrêt, Elvis. Ces populations, ces gens des villages que vous citez, ont choisi le Nigeria ou bien certains sont restés au Cameroun, sont des déplacés internes? That's a good idea. Now, for the few that have people in Nigeria, they've managed to move over to Nigeria, especially those who are at the border. If you go to those who are in Manu, they're at the border. Those who are at the border, like you have in Ginjikwa, the other way, and three. The first are those who are in the neighboring Nigeria. You have Taraba State and Cross River State. Number of them are there. Those in Nwa, those in Akko, those in Mesaje, bordering Taraba State have moved over unprepared in their numbers. Now, those in Mani division crossing to parts of Momoda border that way, getting right down to parts of Fako, though Fako is not very too concerned, have gone to Cross River State in Nigeria. Now, that's the first category that's out of the country. Second category are those who move to the other 8 regions of the country. You are here in Douala, I am in Bonaberi. There are thousands of them in Bonaberi. We have a humanitarian organization, we try to get to them. There are churches in Bonaberi now as I speak. Many of them are sleeping there. I don't know how the government claims to get fake figures overnight and claim to say the number is not this, is not that. There are people sleeping there. You go to village neighborhood, most of those Pentecostal churches. Take one day, get your investigators from Equinox. There's no Pentecostal church now in Douala. You go, you don't find IDP sleeping there. And the pastors and the Christians are taking care of them. Now as I speak. It's good, it's unity because they just take care of them knowing that they are all Cameroonians. Good. That's another category. Another worrisome category that the government has never bothered. I repeat, the government has never bothered are those in the hinterlands. If you go to Koko Boma, you go to buy beacon, buy grass, right into the hinterlands in Jian, in Meme division, right? They are in the bushes, in the forest area. Now, that category, government does not even know the figures because in their humanitarian activities, they limit them to areas that are accessible. Then when they come out, they go on air and make know that we have assisted thousands of. No, it doesn't function like that. Because if you get into the ground, that's why I say if the government has good faith, because people no longer trust you in the government, you get the few organizations that go into the bushes to meet those people. Talk with them. And when they go there, they can get services and bring to you because there are credible organizations when they go into the bushes, in Kokoboma Forest, in the forest in Kupe Maninguba, outside in Guti, there are thousands of people in the bushes, I repeat. Those who don't even have food to eat, those who eat plantains, roasted plantains without oil, in the bushes, those who sleep under trunks of trees, roots of trees, in the forest there, mosquitoes, snakes, not talk of those who die out of labor. So this is a worrisome category. That if I was the government of this country, that category is even more important than the ones who are in Douala Yaoundé because these ones, at least there's somebody who can pity you, IDP, you sleep in a church and at least they give you rice, they give you food. These ones they don't even have. Even so, to wash their dresses, it's a problem. So if you hear that there are women in the bushes, in the southwest region, Manfe area, right in the bushes, closer to the crossover bridges, who are using dry leaves as parts, you should imagine what we're talking about. If they tell you that in the bushes, these are findings I do, and the government that has the means more than me is supposed to do that and know that the truth, not me telling the government. And so when you hear that there are pregnant women who die in the bushes, if you go to Ndu where people have been displaced in the fighting area, let them go further into the bushes. Yesterday there was another issue of burning of houses around that area. In Bibo Banki, houses have been burned. Whenever the houses are burnt, villages are destroyed, the people run further. For those who don't have money, those who are staying there because they don't have the means to come to Litoral or Center or Bafoussam, those who manage to come, those who have some far relatives, you start looking for an uncle that you have never dreamt of to go and stay there. They should be able to take inventory. There are houses in Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bertoua that are housing 10, 20, 15 persons. A house is meant to take only 3, 4, 5 persons. You get the point? Oui. And the good thing is that in those houses, some of the people are even French speaking as we are, our brothers not so, who just out of pity look at the way somebody is suffering and say, okay, come and stay in my house. It's a good move I appreciate for those who are housing those people. But the truth is that the figures of the displaced persons are what the Human Rights Watch has given.
Donc vous restez convaincu que le HCR, surtout vous parlez de la catégorie de ces personnes qui sont dans l'Interland, l'arrière-pays, vous êtes sûr que le HCR est allé là-bas? Now, when I tell you that, I am sure that they have done that. Why do I say? Oui. Because I have studied the way those organizations work. They work directly and indirectly. You get the point? Now, people in the far-off entrance, in the Koko Buma, in Gucci area, in Kupe Maniguba, I want to tell you, they receive aid. There are organizations, even the Catholic mission, that I'm talking about. There's a recent where a bishop was trekking right into the bushes. You get the point? There are humanitarian persons that take the risk, take walking sticks, and they move right into the hinterlands. When they come back and tell you that story, you will not believe so. Through these persons who go there, when they come back, you know, human rights watch has a way of working. They can sit from there and get reports in their country when they're not need to go there because they walk through other organizations. So that's why I say that with the elections on the ground, we should be bitter to speak the truth, because if we are truthful, there are people dying as I speak now in the bush that nobody cares about them, because we give figures that we come to Douala, comfortable zone. You got out some 200 people. You give anything you give there and say 2,000. You go to somewhere in Bamenda in the town, people come in that they are in need. You got 500 people and you say 5,000. Okay. That's where the trouble comes. Ok. Roger Oyonin, vous avez suivi cette. Il a montré limite. Hein, il dit que il est sûr, il reste convaincu que pour les chiffres qui sont avancés pour la Tanganyika, il est sûr qu'ils ne sont pas entrés dans l'Interland, l'arrière-pays, pour faire ces investigations et donner les chiffres. Donc des zones restent inexplorées par les pouvoirs publics. Mais lui, il reste convaincu que le HCR a pu pénétrer ces zones-là pour avancer le chiffre de 437 000. Oui. Tout dépend de, comme Jonathan l'a dit tout à l'heure, tout dépend de la méthodologie que les uns et les autres ont eu à utiliser. Nous savons tous actuellement que ces zones sont des zones déclarées peut-être entre deux feux, les populations sont plus entre deux feux. Ce sont des zones déclarées à haut risque, pour, je mesure bien l'expression. Ça veut dire, pour mener une investigation pareille, il faudrait avoir non seulement des moyens extrêmement sécuritaires, mais surtout et surtout, il faut avoir de la bonne expertise, et une expertise qui est plus ou moins neutre, c'est-à-dire qui est plus ou moins objective. On ne peut pas nier qu'il y a des déplacés. J'ai dit qu'on ne peut pas nier. Maintenant, c'est, comme vous avez intitulé tout à l'heure, la bataille des chiffres et les différents acteurs, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, les différents acteurs savent qu'il y a un enjeu. L'enjeu peut-être du HCR, ça peut être l'enjeu d'abord humanitaire, à savoir apporter de l'aide aux populations qui sont en difficulté. Et l'enjeu également peut être pour les uns et les autres le droit d'ingérence humanitaire dans l'État du Cameroun, ce que le gouvernement, parce que lorsque les autres viennent vous aider à réparer, voire à remettre, à arranger une crise, quoi. Autrement dit, à ramener la paix, ça veut dire que vous êtes en faillite, vous êtes incapable d'apporter des solutions. Or, à mon sens, le gouvernement jusqu'à présent semble démontrer qu'il peut apporter des solutions à cette difficulté. Donc, comme Elvis l'a dit, il y a des zones où personne ne peut dire qu'il est allé là-bas pour rencontrer qui que ce soit. Voyez-vous, Serge Alain, ça me fait penser à autre chose. Chaque fois on fait des recensements au Cameroun, il n'y a jamais des chiffres. Ça veut dire, pour les chiffres, on ne peut pas vous dire exactement il y a tel nombre d'habitants dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est-à-dire en termes d'habitants permanents dans ces zones. Donc aujourd'hui, lorsqu'on va nous dire 152 000, 400 000 déplacés, vraiment, c'est nous, c'est-à-dire le bas peuple, c'est-à-dire la population, je me rends compte que c'est nous qui ne comprenons absolument rien. Je pense que, et pour faire plus sérieux, le gouvernement, au lieu de répondre, c'est-à-dire là, ça devient un jeu de ping-pong. Tel a dit ceci, surtout que la semaine dernière, c'était avec le ministre de la Communication, tel a dit ceci, non, etc. Je pense que au lieu de répondre, il faut plutôt apporter des mesures concrètes. Moi, je me serais attendu que lorsque le ministre de l'administration territoriale constate ce rapport du HCR, que le ministre essaye de prendre une certaine expertise
constitué de certains acteurs de la vie sociale et certains acteurs politiques, plus ou moins, c'est-à-dire une sorte de rassemblement entre les partis politiques, la société civile et les pouvoirs publics. Nous avons assez d'expertise, Serge Alain, pour essayer de faire la contre-expertise. Ainsi, nous saurons que les résultats qu'on nous présente, que nous présenterons cette commission, pas les commissions qu'on crée chaque jour qui ne rendent jamais des rapports, ou bien qui rendent des rapports lorsque la commission n'existe plus, ou bien je ne sais pas trop. Mais une commission qui est capable de rendre des rapports pratiques et pragmatiques, à même d'apaiser, parce que lorsqu'on dit également qu'il y a tel nombre de chiffres, chers Alain, ça crée une certaine psychose dans la population. Les gens se mettent à dire, oh là là, lorsque vous allez à Bonabéry, vous allez constater que de plus en plus, il y a une nouvelle méthode de vendre la nourriture dans les brouettes et autres là et les pousses, et vous comprenez que c'est de l'autre côté. Ça veut dire qu'il y a assez de déplacés dans la zone de Bonabéry. Donc moi je préfère qu'on ne tombe pas également dans le piège du gouvernement et du HCR en bataillant sur les chiffres. Oui, il y a 100 000 même déplacés, et puis quoi? Après on en fait quoi? Moi je pense plutôt il faudrait penser à aller au-delà des chiffres et apporter des solutions concrètes. Et les solutions concrètes, c'est quoi? Une première solution, c'est vraiment d'évaluer le nombre de déplacés. Et après avoir évalué le nombre de déplacés, là, on peut trouver comment faire. Il y en a assez de zones. Si dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest, c'est un peu difficile, l'État peut décider de les localiser dans une certaine, lorsque vous prenez le Grand BAM, qui est assez vaste. Il y a des terres là-bas qui sont même très fertiles. On peut commencer pour un début, dire voici, chère population, etc. Et ça me plaît parce que Elvisa a quand même relevé qu'il y a des gens du côté du Nigeria, mais il n'a pas trop démontré aussi que le chiffre est abondant. C'est bien parce que c'est encore à l'intérieur du territoire camerounais que les Camerounais se déplacent, autrement dit, dans leur pays. Et cela démontre également que le vivre ensemble, qui semble être galvaudé aujourd'hui pour les femmes politiques, que quelque part ce vivre ensemble est pratique. Il dit qu'il y a dans des églises où des pasteurs ou des familles acceptent accueillir les uns et les autres. Ça veut dire qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une question de francophone, anglophone. Il s'agit de quelque chose qui est en train de toucher l'État du Cameroun, et lorsque ça touche l'État, il faut une solidarité nationale. Et il faut apporter des solutions non seulement sérieuses, mais des solutions d'État. Ok, Joseph Mbita, lorsque le ministre Paul Atangandi dit qu'il a aidé à travers le plan d'assistance d'aide humanitaire d'urgence, 75 000 familles ont reçu l'aide humanitaire du président de la République, c'est ce qu'il dit. 75 000 familles. La moyenne par famille, c'est combien de personnes? Nous sommes en Afrique. Cette question-là est... Vous voyez où je veux en venir? Je comprends, je comprends. Voilà. Lorsqu'on multiplie 75 000 bancs, prenons 4 personnes par famille. Obama. 300 000. Hein? 300 000. Voilà. Bien. Et lui, il dit que le chiffre, c'est 152 000 déplacés internes. Oui, tout à l'heure, il y a un problème là. Oui, je le relevais tout à l'heure, je l'ai dit. Il y a un problème sur les chiffres, c'est que ces chiffres ont une certaine incidence politique pour les uns et pour les autres. Ce qui fait que nécessairement les gens, en tout cas autant que possible, on essaye de les arranger de manière à ce que cela puisse aller dans les convenances de ce qu'on représente, de l'idéologie. Parce que je veux qu'on soit clair. Il ne dit pas qu'il a aidé le plan. Trop loin, même 3 là on peut pas accepter. Non, au moins 4. Nous sommes des Africains. La logique est la suivante. Oui. Si nous partons de 2 personnes par famille, nous sommes à 150 000 déplacés. Oui. Pour dire que ce chiffre est approximativement celui du ministre. Oui. Et que de ce point de vue, il part de l'idée que chaque famille au Cameroun a 2 enfants. Bon, je dis 2 personnes. 2 personnes. 2 personnes. Voilà, 2 personnes. C'est-à-dire le mari et la femme. Le mari et la femme. Il n'y a pas d'enfant. De dire que chaque famille n'est constituée que du père et de la mère. En tout cas, du mari et de la femme. Parce que pour que ce soit le père et la mère. Oui, il faut qu'il y ait des enfants. Bon, c'est pas...
c'est pas ça, de mon point de vue, il y a un peu, on a beaucoup minimisé le chiffre qu'on a donné. C'est pour cela que je disais que de mon point de vue, le chiffre du HCR ne serait pas très éloigné de la réalité. Mais en même temps, ce que moi je dis, c'est que il est difficile d'établir un chiffre exact simplement parce que il est difficile dans une situation comme celle-ci de faire un recensement. C'est simple. Beaucoup de gens sont déplacés au niveau de Douala. Il est difficile d'aller dans chaque quartier et de les dénombrer. Il est difficile d'aller à Yaoundé, d'aller ailleurs, ainsi de suite. Voilà ce qui rend déjà la chose un peu complexe. Mais ce que moi je voudrais dire au-delà au niveau de cette guerre, c'est simplement que, le réitérer d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a c'est une question d'intérêt. Et je pense que c'est évident, l'État a son devoir qui est de protéger sa souveraineté. Et de ce point de vue, si on se rend compte que ces chiffres pourraient conduire d'une manière ou d'une autre à la perte de la souveraineté de l'État parce qu'il y aurait eu une intervention de l'ONU, il est normal que l'État, dans son rôle, qu'il essaye de trouver les mécanismes pour que cela n'arrive pas. Mais en même temps, je voudrais dire que s'il y aurait au niveau de ce que nous pouvons appeler la communauté internationale, c'est des termes que je n'aime pas trop. C'est des termes qui parlent beaucoup, qui ne veulent pas dire grand-chose. S'il y a au niveau de cette communauté certains qui auraient intérêt à, comme on le pense, à déstabiliser le Cameroun pour arriver à certaines fins, je pense que ce ne serait pas très bon que le HCR serve de couverture pour ce genre de choses. Mais on le sait, le Cameroun n'est pas le seul pays en crise. Et au Soudan, en Palestine, en Syrie, en Irak, il y a ces problèmes-là. Moi, ce que je voudrais dire plutôt, c'est que la solution à ce problème n'est pas que l'on donne tel chiffre ou tel autre. La solution est qu'on essaye de voir comment on peut résoudre cette crise. Et je pense que, en partie, l'État a les moyens de résoudre cette crise. Beaucoup l'ont déjà dit, une crise comme celle-là se résout par le dialogue. Je m'amuse souvent à dire à mes enfants pendant les cours que lorsque deux enfants bagarrent, ils finissent à l'école, ils finissent par se retrouver à la surveillance par où ils auraient dû commencer. C'est-à-dire que cette crise qui perdure et prend de l'ampleur parce qu'on a laissé pourrir la situation. Ça, c'est un fait. L'État a laissé pourrir la situation. Ce problème aurait pu être résolu à un moment donné simplement par le dialogue. Et on a laissé faire. On a cru que on allait le résoudre par des manigances parce qu'il y avait des gens qui avaient intérêt à dire que moi je vais aller résoudre ce problème. C'est un petit problème, je suis de là-bas. Je vais aller voir les gens et puis je vais calmer le jeu. Et ils y sont allés et ils ont mis de l'huile dans le feu. Donc, je pense que la solution à ce problème est une solution politique. Cette crise se résoudra par le dialogue et on prendra le temps qu'on perdra là pour aller chercher d'autres solutions. Mais la solution à ce problème, ce n'est pas d'aller bagarrer sur des chiffres. Ok. Jonathan Batengene, toujours le ministre Paul Atanga dit, il pense que la souveraineté du Cameroun est piétinée par cette série de faux rapports. Et il pense que... Au fond, il faut voir aussi la cadence des rapports interpelle, parce que tout à l'heure, j'ouvrais un petit le lobbying international. Si vous regardez les réseaux sociaux, vous verrez que un groupe de Camerounais a récemment rencontré la Commission de l'Union européenne à certaines fins. Vous verrez aussi qu'au niveau des États-Unis, certains Camerounais se sont engagés dans une action de lobbying auprès des parlementaires.
quand dernièrement, monsieur le secrétaire d'État, le représentant du secrétaire d'État en charge des affaires africaines était au Cameroun. Oui, quand il est arrivé au Cameroun, on l'a vu également, lui, en rentrant, il a reçu une lettre des parlementaires américains qui venaient regretter qu'il ait fait un constat différent du leur. Pourquoi? Parce que justement, il y a une action de lobbying international qui est actuellement menée au niveau de ces grandes instances-là. Et ceux qui le font à dessein. Ils ont compris comment fonctionnent les grandes démocraties. Les grandes démocraties, ils fonctionnent grâce à l'action des acteurs qui sont les comparses dans l'action politique, c'est-à-dire les lobbies. Et les lobbies viennent faire pression. On connaît par exemple ce que le lobby juif représente dans l'investiture du président américain. Donc, quand ceux-là se rapprochent des lobbies, c'est afin d'avoir la légitimité internationale pour que les interlocuteurs qui seront désignés au moment de la résolution, parce que lorsqu'on parle d'une crise et que les Nations Unies viennent, il faut identifier les belligérants. Et eux, ils veulent se positionner comme étant les interlocuteurs de l'autre côté avec qui donc l'État devra discuter. Et ils veulent donc ramener, ils ne veulent pas ramener le débat au niveau interne parce que tout à l'heure on discute, même si M. Elvis reste dans la discussion purement camerounaise, c'est pas ça qui est en jeu. L'État a lu ce jeu à l'international. Le jeu ne se passe pas au Cameroun. La gestion au Cameroun est telle que Elvis fait, bien gérée par les populations. Il parle d'une solidarité mutuelle. Mais ceux-là, quand ils vont évoquer cette situation, ce sera secondaire. Le débat de la solidarité nationale ne sera plus au centre des occupations. Ce qui sera là, ce sera maintenant les véritables intérêts pour lesquels ces rapports sont brandis sur la table. Donc, le jeu est plus ailleurs, il est à l'international. Maintenant, l'État est en train de vouloir répondre. Il y a une partie de la réponse qui est la défense de la souveraineté, c'est-à-dire l'argument sur la défense de la souveraineté, qui est un argument tout à fait fort. Et là, l'État doit jouer de tout son rôle pour avoir tous les arguments, c'est-à-dire les partenaires internationaux qui vont davantage consolider le discours sur sa souveraineté internationale, tant au niveau de l'Afrique qu'au niveau international, au niveau de l'Occident. Mais maintenant, en interne, il y a une chose qu'il faut qu'il se passe. Il faut que l'État fasse une grosse ouverture au niveau de, par exemple, le type d'acteurs qui vont apporter des solutions. Aujourd'hui, c'est limité aux acteurs institutionnels qui sont plus les représentants du gouvernement. On pourrait aussi avoir des représentants des partis politiques d'opposition qui sont impliqués, les représentants de la société civile qui sont impliqués pour que le débat national ait lieu. Et ce débat-là, il est plus pertinent parce que ça permettra aux Camerounais d'avoir une solution camerounaise à leurs problèmes. Tout à l'heure, je parlais de la recherche de leurs solutions. Les solutions ne sont pas la solution. C'est les solutions que proposent un certain type d'acteurs en fonction de leurs intérêts. Mais si c'est les Nations Unies qui récupèrent cette affaire, ceux qui ont mené l'action de lobbying à l'international auront réussi à devenir les interlocuteurs du gouvernement et c'est eux qui iront discuter à la place des populations des zones anglophones. Et c'est ceux-là qui vont poser les conditions de leur négociation avec l'État du Cameroun. Donc, l'État du Cameroun a perçu ça et moi, en tant que citoyen de l'État du Cameroun, j'ai beau parfois défendre des idées contre l'État du Cameroun, contre le régime en place, mais quand il s'agit de la souveraineté de l'État du Cameroun, je pense que d'avoir une posture républicaine, il faut à tout prix que ce soit réglé au Cameroun. Il faut éviter que les Nations Unies s'en saisissent. Oui, Jonathan, surtout lorsqu'on sait que ces Nations Unies, lorsqu'on revient au référendum du 11 février 61, on sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. C'est ce qu'on oublie de dire aux Camerounais, qu'il y a une partie du Cameroun qui se retrouve aujourd'hui au Nigeria. Ça me plairait également que les Nations Unies ramènent un problème comme ça sur la table. Pour dire qu'il ne faut pas aussi négliger lorsque le ministre parle du financement. C'est-à-dire, il y a certaines ONG. La guerre produit beaucoup d'argent, Serge Alain. Je fais même un clin d'œil à un ami qui travaille sur la transparence financière dans les organisations non gouvernementales. Ok, on revient à vous. Bonsoir, Cédric Nouffelé. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans un instant, Cédric. Au menu ce soir. Nous parlerons de cette ambiance électrique qui a été observée durant toute la journée dans la cité capitale, des barricades sur la route qui mène au palais de justice, la cour d'appel du côté de Yaoundé, des militants sympathisants pro-Camto empêchés d'accéder à la salle d'audience, une ambiance électrique entre ces manifestants et les forces de l'ordre mobilisées dans la ville de Yaoundé
durant cette journée où le procès a finalement été, l'audience a finalement été renvoyée pour la fin du mois d'avril en raison du refus de ces justiciables de se présenter à la Cour d'appel de justice. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et nous évoquerons ce soir un dossier exclusif sur le business des prises d'otages, ces enlèvements et kidnappings et exigences de rançon qui se multiplient entre la Damawa, le littoral et le sud-ouest. Des ravisseurs sévissent. Pourtant, le gouvernement rassure que la situation sécuritaire est sous contrôle. Nous ferons le point dans le journal de 20h. Et nous parlerons également du Soudan. Après l'Algérie, ce sont des mobilisations populaires dans les rues du Soudan depuis de nombreuses semaines. Et cette fois-ci, c'est une partie de l'armée soudanaise qui protège ces manifestants contre des attaques menées par d'autres éléments des forces de sécurité soudanaises. Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Voilà, Cédric Nouffelé, toute la rédaction vous donne donc rendez-vous dans quelques instants pour le 20h. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite, madame, monsieur, à la pause journal. Dans les rues des principales villes soudanaises et à la grande surprise, ils ont été protégés par certains soldats soudanais qui seraient favorables à cette manifestation, d'abord contre la vie chère, ensuite contre le gouvernement soudanais et aujourd'hui, ils demandent le départ de Omar al-Béchir. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel, l'Equinox Soir. Deuxième partie, bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir avec nos 4 invités. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de Joseph Mbita, Roger Yono, Jonathan Batengene et Fa Elvis Taillon. Fa Elvis, je commence avec vous. Vous êtes le militant MRC sur ce plateau. À Tangandji, le ministre de l'administration territoriale, il a sorti un communiqué presse la semaine dernière. Comment vous avez réagi à la lecture de ce communiqué de Paul Tangandji? Well, I think that communique does not change our sense of direction. You understand? Mais il y a beaucoup de menaces là. Yeah, we understand. We understand. You know, the issue here is that I've been telling people when a government wins an election normally by over 80-something% as against 8 presidential candidates, you don't need to shiver because the people should be there to cover you up. 70, not 80. Yes, 70, about 70%. Yeah, that's correct. And so the issue now is when you have that majority, overwhelming majority in an election, you don't need to be shivering left to right. You realize that with MRC, each time we give a communique, you have forces of law and order everywhere. All the junctions, Yaoundé, Douala, right up to extreme. We ask what for? That's the question. And so at the end of it, you realize that even the freedom of speech, we say it's supposed to be in the country. Now the government takes it because it has the upper hand, the mechanism to click and hang on the people. It becomes a sense now of what we call, you have now to put the people under pressure. You have all the time. So at the end of it, when you look at it critically, we call it intimidation of the highest order. And we call it more of a political intimidation because if you look at the agenda put in place by the government, I said here over and over, if the government has good faith with MRC party and we say we want to march today, that very government that claims to promote democracy is supposed to ask us, all right, because you want to march, which direction do you want to go? We tell you we take from here to Wrong Point, Daido, and we go up. It means force of law and order are supposed to accompany us. How many hours we give you? We march and go around and come back. But at a point in time when just by the government hearing MRC or CRM party, the panic begins. We say this game has not even started. So whether the government is talking or going on and coming down, or is that any political party has its plan. And when the hour comes, we unfold plan after plan, plan after plan, to tell you that when you are sure of your position, he who is sure of the truth will not dangle when he is intimidated. That's the reason why
we continue to be steadfast, we continue to have a focus, and we continue to move on. And MRC party or CRM, we know where we are going to, and we are not going to shiver for any reason, despite any intimidation of the highest order. Ok. Roger Yono, dans le communiqué presse de Paula Tangandji, derrière, il y avait une espèce d'épée de Damoclès qui planait sur le MRC, parce que le ministre Paula Tangandji dit que si il continuait, il devait brandir la loi 90/056 du 19 décembre 90 sur les partis politiques, justement dans les articles 17 et 18, parlant de la suspension et la dissolution des partis politiques. Aujourd'hui, le MRC, à travers ce communiqué, pense que c'est une façon d'éliminer un adversaire politique dans le jeu. C'est votre avis aussi? Oui, bon, en partie, je ne peux pas être là, n'étant pas militant du MRC ou bien n'étant pas partisan, donc je vais arriver dans l'analyse froide. L'analyse froide, c'est que si le ministre devrait suspendre le MRC, il fallait le faire depuis. C'est-à-dire, lorsque le MRC avait eu à faire la première marche, il fallait dire « je suspends le MRC ». Aujourd'hui, suspendre le MRC serait donner raison à ce parti politique. Autrement dit, une sorte de l'épée de Damoclès dont vous parlez. Ils auront raison de dire enfin, ces gens nous ont éliminés. Donc, je pense que la dissolution là peut être politisée. En fait, Serge Alain, je pense pour ma part, si je peux revenir d'abord sur le communiqué du ministre, pour moi, le communiqué, le ministre ne devrait pas le faire. Le ministre devait laisser encore les sous-préfets, les préfets et les gouverneurs gérer la situation. Voilà. Parce que la situation, jusque-là, le ministre a cette compétence et il est dans son rôle. Il est dans son rôle de prendre un acte administratif unilatéral qui sur le plan territorial peut s'étendre dans toute l'État, peut s'étendre dans l'État du Cameroun. Mais je pense pour ma part qu'il fallait que le ministre laisse encore les préfets, les sous-préfets et les gouverneurs gérer la situation. Dans une certaine mesure, ça peut être un piège, je ne sais pas s'il est malin ou il ne l'est pas, tendu par le MRC au gouvernement, en voulant, parce que c'est que les militants du MRC peuvent vouloir, c'est qu'il y ait dissolution. Et s'il y a dissolution, à l'heure actuelle du MRC, cela peut prêter raison aux uns aux autres qui pensaient qu'il y avait une épée de Damoclès ou bien un complot contre le MRC. Mais comme le ministre de l'administration territoriale aussi détient la puissance publique, c'est-à-dire la puissance, grâce à la puissance publique, le ministre de l'administration territoriale peut voir que si le MRC ou bien si le parti qu'on appelle le MRC tend à vouloir déstabiliser l'État du Cameroun ou bien à toucher la souveraineté du Cameroun, on peut donc dissoudre ce parti. Mais, ma foi, il me semble qu'il faudrait qu'on essaie de faire la politique avec des armes conventionnelles. Les armes conventionnelles, c'est laisser le libre arbitre aux uns aux autres de mobiliser en permanence, etc. Là, toujours est-il que la grande difficulté qu'il y a dans ces partis politiques, Serge Alain, c'est d'abord la socialisation des militants. Qui est militant dans un parti politique? Combien ceux qui vocifèrent chaque jour, peut-être combien sont comme mon ami Faelvis, qui maîtrise même d'abord l'idéologie du MRC. Les gens pensent que le mouvement MRC, c'est Camto doit être là ou bon Camto n'est pas ceci, etc. Or, lorsque vous discutez avec certains militants du MRC, ceux qui ne sont pas fanatiques et populistes, comme certains, comme la plupart, vous trouvez qu'ils ont des arguments, etc. La preuve annexe sur le plateau, on trouve des gens comme Faelvis Footing qui essayent, autant que faire se peut, d'avoir de temps à autre des arguments qui laissent passer. Mais lorsqu'on voit la montée du populisme et la montée du discours de haine, pour avoir été un séminaire avec l'UNESCO la semaine passée avec le discours de haine. Le discours de haine est beaucoup plus, lorsque vous regardez, je suis sûr en direct là, ceux qui nous suivent, vous allez voir autant d'injures, etc. Et c'est ça qui crée problème. Et lorsqu'on voit ça, le ministre à un moment a peur. Or, il faudrait qu'à un moment, mes amis comme Faelvis montent au créneau également pour dire à leurs chiens enragés, des réseaux sociaux, de laisser tomber et de revenir dans la République et faire de la politique avec des armes conventionnelles, autrement dit, avec des idées. La politique, c'est un jeu d'idées.
La politique, c'est un jeu d'idées, c'est pas la guerre. Oh, tel est ceci, ou tel est cela. Il faut revenir avec des idées. S'il n'y a pas d'idées, monsieur Faelvis, les pouvoirs publics vont se retrouver dans l'obligation de dissoudre à tort ou à raison votre parti politique. Donc moi, je pense en réalité qu'il faudrait qu'on revienne au rôle principal du parti politique. Mobiliser les soutiens, c'est-à-dire contribuer à l'expression du suffrage. Maintenant, voilà les élections qui sont là. Moi, je me serais attendu de voir ce que le MRC est en train de faire pour les élections, peut-être les régionales ou les municipales et les législatives. Okay. C'est ce que j'attends voir. Mais dissoudre vraiment, ça serait... c'est pas une bonne décision pour le ministre de penser dissoudre le MRC. Jonathan Batengene, pour le MRC, la décision, une décision par rapport à la suspension du MRC... Pour vous, c'est une très mauvaise décision par rapport au landerneau politique. Éliminer un adversaire comme celui-là. Ça, c'est... Vous utilisez le terme du MRC. Donc, éliminer un adversaire politique. Je ne vais pas utiliser ce terme. Mais je serais plutôt... Même suspendre déjà. Est-ce que c'est bon en ce moment-ci? Suspendre, bon en ce moment. Je ne dirais pas bon. Parce que le ministre dit qu'il va être amené à appliquer la loi sur les partis politiques. D'abord, la personne qui communique ne devrait pas normalement communiquer, comme disait Roger. Ça n'aurait pas dû être le ministre qui se serait exprimé sur le sujet, que ça n'aurait pas fait ce débat. Donc, on serait resté... Non, je m'entends, il y a un problème. J'ai reçu ici, vendredi dernier, Arnaud Aman Kemjo. Il nous a prouvé que le MRC a fait déposer ses déclarations. Mais le ministre, le même jour, fait une sortie pour dire que bon, tout est interdit le 14. Est-ce qu'un sous-préfet, vous pensez qu'un sous-préfet aujourd'hui peut autoriser une de ces marches du MRC? Le ministre peut bien envoyer une circulaire qui dit que vraiment je ne veux pas de manifestation et les sous-préfets vont s'exécuter. Maintenant que lui communique en disant ça, c'est lui qui politise le débat. Oui. Et je me trouve un peu mal à l'aise parce que ça participe en fait de la stratégie de survie politique qu'a utilisé le MRC, c'est-à-dire faire beaucoup de bruit, se plaçant en victime de la République et donner aux autres le temps de parler de cette posture de victime. Par contre, sur les actions citoyennes sur le terrain, vous ne voyez pas forcément ce parti exister. C'est beaucoup plus la prison, les actions qui... En fait, c'est du spectacle. C'est la spectacularisation de la politique au Cameroun. On a empêché les militants du MRC qui faisaient du nettoyage. C'est pas une action citoyenne? Les actions de nettoyage ont été empêchées. C'est pas citoyen? J'ai appris que c'était une action qui a été empêchée. Là, par contre... C'est pas une seule, hein? J'ai pas vu les communications qui sont sorties là-dessus. Là où il faut communiquer sur leur action citoyenne, c'est pas ça. Maintenant, il y a un contexte, c'est la marche. Les marches, les motifs pour lesquels ils marchent. Parce que, Serge Alain, je ne suis pas opposé à l'idée de marche. Maintenant, il y a les motifs d'une marche. Si les motifs de la marche en eux-mêmes ont quelque chose de non fondé avec l'idée de la République, en ce moment-là, moi en tant que citoyen, je suis d'accord. Par exemple, quand ils sortent, ils disent que non au hold-up. Hold-up, le contentieux électoral bouclé. Leur président avait dit en 2004 que la Cour constitutionnelle, c'est une sorte de dogme qu'on produit là-bas. Donc, comment on va se retrouver en train d'aller contre des dogmes que lui-même il vénérait? Non. Je trouve que parfois les motifs peuvent prêter à confusion et donc ne pas rentrer dans l'idée républicaine. Mais maintenant, si en tant que parti, son moyen d'exister, parce que moi je l'analyse du point de vue de la conception de leur marketing politique, si leur manière d'exister dans l'opinion nationale, c'est d'exister en tant que victime, c'est une mauvaise posture parce que ça donne l'image d'un pays où, pour qu'un Camerounais existe, il faut toujours qu'il soit la victime. Il faut toujours qu'il soit dans la posture où on est condescendant avec sa situation. Non, nous sommes les martyrisés. Non, nous sommes... C'est pas ça. Un parti politique propose. Il y a l'éducation citoyenne. Roger on a parlé d'un phénomène. Allez dans les réseaux sociaux, regardez les militants les plus violents. Vous verrez que c'est pas pour la plupart, parfois les sympathisants du MRC. Regardez comment ils se comportent avec l'idée de la République. S'ils entendent demain que les Nations Unies vont mener une intervention au Cameroun, mais vous verrez que c'est leurs sympathisants qui seront les plus heureux dans les rues. Mais quel est ce peuple qui est en train de se développer sur un sentiment anti-républicain?
Il y a des valeurs qu'il faut que ce parti véhicule en interne. Et moi, en tant que républicain, je trouve quand même un peu malsain de rester avec un tel parti et simplement les laisser jouer à la victimisation. Il faut les mettre face à leurs responsabilités de parti politique. Je compte beaucoup sur cette formation politique pour engager la bataille du changement, mais on ne peut pas la faire avec ceux qui sont à la traîne sur la place républicaine. Ils ne peuvent pas être en retrait de la place républicaine. Ils doivent se mettre dans l'esprit républicain et on avance ensemble vers un objectif. Pas être anti-républicain et puis se placer comme victime. Ça, c'est pas la bonne posture. José Mbita, dans le communiqué de Paul Atanga-Ndjid, la semaine dernière, il établissait tout de suite un lien avec, entre les saccages des ambassades France et Allemagne et le MRC. Le MRC apporte la réponse contraire aujourd'hui. Il pense que c'est une affirmation diffamatoire. Bien sûr. Parce sûr. qu'aucun lien n'a été établi jusqu'ici, selon le MRC. Oui, je pense que sur cette question, il y a un lien qu'on peut établir, c'est que lorsque vous appelez des gens à marcher et que vous êtes le leader, vous devenez nécessairement responsable des actes qu'ils posent sur le terrain. Malheureusement, c'est le cas. Et puis, il y a une chose que moi, je n'ai pas comprise, parce que lorsque les ambassades du Cameroun ont été saccagées, je pense que c'était un samedi. Si j'avais été à la place du président du MRC et que je ne m'étais pas reconnu dans ces actes, le lendemain, j'aurais fait une sortie officielle pour me désolidariser de cela. Cela n'a pas été fait le dimanche, cela n'a pas été fait jusqu'au lundi après-midi lorsqu'il a été arrêté. Donc, je me dis que peut-être que c'était une maladresse, peut-être que c'était une stratégie, je ne sais pas trop, mais je pense qu'on ne peut pas nier la responsabilité du MRC parce que lorsque la marche de ce samedi a été convoquée, l'une des idées était de marcher pour revendiquer une victoire. Et je pense donc que lorsque des gens posent des actes dans cette logique-là, même si vous ne les avez pas envoyés, malheureusement, vous devez assumer cette responsabilité puisque c'est vous qui les avez appelés à marcher. Bon, maintenant, par rapport à la posture de l'État du Cameroun sur cette question, je pense que... Est-ce qu'on s'achemine là vers... parce que le ministre Paul Atanga-Ndjid menace d'appliquer les articles 17 d'abord de cette loi de 90 sur les partis politiques. Oui. De mon point de vue, la question de la dissolution... Non, pas la dissolution, la suspension. De la suspension du MRC dépendrait des motifs. Mais en même temps, là-dessus encore, je pense... Et je dis là encore, si, à moins que ce ne soit une stratégie politique une fois de plus de la part de Kamto, si j'avais été un de ses conseillers, je lui aurais demandé au lendemain de la présidentielle de se préparer immédiatement pour les municipales et les législatives, parce que pour avoir fait un tel score pour sa première figuration au niveau d'une présidentielle, c'était déjà quelque chose d'important. Je ne partage pas trop l'idée de ceux qui pensent que le MRC est un adversaire aussi redoutable, simplement parce que quand on regarde l'histoire politique du Cameroun, on constate que le SDF a été beaucoup plus puissant que cela. Et à ce titre-là... C'est une question d'époque. À l'époque, c'était le SDF. Oui, non, c'est pas... Non, on le dit au regard de ce qui s'est passé le 7 octobre. Oui, je veux dire que quand on regarde l'écart dans les pourcentages, je ne pense pas que le MRC soit un adversaire aussi redoutable pour les RDPC. Mais maintenant, ce que je dis, c'est que lorsque dans un pays, on se met en marge, comme mes copanélistes l'ont dit tout à l'heure, lorsqu'on se met déjà en marge des valeurs de la République, on ne peut pas continuer à accepter que les choses se passent de cette manière. Parce que, quoi qu'on puisse dire, l'État est d'abord notre chose. L'État nous appartient d'abord à nous. Et
cette république-là, si nous marchons dessus aujourd'hui parce que les autres sont au pouvoir, lorsque nous allons arriver au pouvoir et que d'autres vont se servir de notre exemple pour dire, vous-même vous avez fait ça hier, nous allons vous imiter aujourd'hui pour vous faire tomber. Ils vont aussi vous imiter en interdisant vos marches. Non, je ne pense pas que les marches... Je suis qu'ils ne vont pas vous imiter aussi en interdisant les marches. Oui, c'est possible aussi, mais je dis donc qu'on court le risque de créer le même scénario pour lequel on avait lutté. Okay. Et c'est ça qui est dangereux. Ok. Elvis, un mot avant qu'on passe rapidement au Soudan. I just listen to me, what keeps us where we are today is these issues of democratic principles, republican principles. That is the true need. If some countries, we don't wish Cameroon to be in war or at war. If Algeria, Sudan, they are taking the bull by the horn, it's because they have listened to these democratic principles we all give here every day. What are we saying? Countries function differently. Algeria could go to war, Cameroon will not go to war, but MRC deems it necessary. That is its own way of revendicating something. And I want to let people know that any political party has its agenda. Until you are inside, you will not understand why moves are taken. That's the reason why we say that when Professor Maurice Kamto puts a move, some people will say, no, you should have allowed it, you should have done that. But the question now we keep on asking is, if you look at the issue at the embassy in France, now, similar incident happens in the Chadian embassy in France. What happens? The Chadian government ordered France, and of course investigation is going on, to know those who entered the Chadian embassy in France. Our question now is, if you say within a short period that it happens, Professor Maurice Kamto did not respond, or probably come out to say he's not part of what happens in the embassy. We're talking about politics here. And in politics, anybody can mount something. You could mount a coup about me, and you pick up my picture, and show that I am the supporter of Far Elvis Tayo. The question now is, if we say we are in the rule of law, obviously, we have not had any investigation put up to track down those who carry out that action. And so, the state is living on the assumption, and of course, intimidating the CRM party on the grounds that there were also those involved in the attacks in the embassies. But the question now is, with the law we have, Cameroon has what it takes to order France, please, to order Belgium, to order Germany, please, on my behalf. Carry out an investigation, let us track down those who did this and bring them to book. They could even be tried over there. Okay. So that is when you see that in the case of Professor Maurice Kamto, the party, and of course a CRM party, the issue is there is something Cameroonians are not taking. MRC has come to change the game. People have been living in unless comme ça, unless tomber, and they are suffering every day. But MRC said no, trop c'est trop. Pour laisser dans l'affaire tomber comme ça, maintenant c'est l'heure à réagir. Là, le français. On ne pas l'âme. Non, là vous parlez en français, hein? Oui. So what I'm saying is that, non, oui, je parle en français, ça va. Oui, parce que c'est grave. C'est grave normalement. Vous parlez en français. Oui. Beaucoup de Camerounais n'ont pas content de la manière que les choses se passent. Okay. Mais ils n'ont pas le courage. Donc, laissez MRC prendre le courage et un jour, vous connaissez, en tant que nous tous, on va dire que non. Si ce n'était pas MRC, on devait être en esclavage toujours. Ça c'est bien, le message est passé. Voilà, on se calme un peu. Hein. Oui. Non, je me calme, mec, voilà. Parce que les choses quelques secondes sur le Soudan, pour sortir. Sur le Soudan, ce qui se passe aujourd'hui au Soudan, Elvis. Oui, concernant le Soudan... Le peuple veut faire tomber aussi au Hassan el-Béchir. Non, c'est possible, oui. Parce que quand tu regardes, c'est sûr que tous les dictateurs en Afrique là, c'est la main qui les protège. Oui. Comme tu vois en Algérie, comme au Soudan là, bon, les gens vont comprendre très bien. Maintenant, le peuple est en train d'aller solliciter le soutien de l'armée. Le soutien. J'ai dit carrément, quand on voit dernièrement le chef de l'armée en Gabila, qui avait dit aux gens, non, qui avait donné l'ordre à ces gens de rester au camp. C'était bon. Parce que l'armée est là pour protéger les gens et non là pour brutaliser les gens. Okay. C'est une mauvaise mentalité que les dictatures meurent sur place et ça gêne beaucoup la population, on se voit pour rien. Okay. Ça veut dire qu'au Soudan, c'est sûr que quand la population insiste et insiste, à un moment donné, l'armée Soudan, on dit que mais qu'est-ce qu'on attend même? Okay. Bon, El-Bachir attend et essayer de dégager, on trouve quelqu'un d'autre qui va venir, qui va nous donner la paix. Voilà, José Mbita, sur ce qui se passe aujourd'hui au Soudan. Oui. Le scénario à l'algérienne qui se dessine. Oui. En fait, c'est une nouvelle orientation politique que nous sommes en train de vivre en Afrique, parce que on dit
on peut penser que c'est pour imiter l'Algérie, mais il y a des précédents avant. On a eu le cas de la Tunisie, on a eu le cas de l'Égypte, on a même eu, il y a de cela un peu plus récemment encore, le cas du Burkina Faso. Donc les peuples s'inspirent de ces choses-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une réalité, c'est que lorsqu'il y a une mauvaise gouvernance des États, à un moment donné, ça pousse les peuples à se soulever. Abraham Lincoln disait qu'on peut tromper une partie du peuple tout le temps, ou tout le peuple une partie du temps, mais qu'on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Donc il arrive un moment où les peuples, après avoir accepté de supporter un certain nombre de choses, ils finissent par se lasser et ils se soulèvent pour dire nous en avons assez. Donc vous êtes d'accord, vous rejoignez l'idée de faire... Oui, je pense qu'il est important à certains moments. Parce que lorsqu'on regarde le problème du Soudan, il a commencé lorsque le Soudan était encore entier. Et on s'est rendu compte que après que le Sud se soit séparé du Nord, les problèmes demeurent. C'est-à-dire que le peuple souffre. Et à un moment donné, donc, le peuple se dit... il faut qu'il y ait une autre manière de gérer les choses. Je pense que c'est nécessaire à certains moments. Jonathan Batengren, la situation ce que vit aujourd'hui Omar Hassan al-Bashir. Omar el-Béchir est en train de vivre une deuxième, comme expliquait tout à l'heure M. Bidja, il vit une deuxième situation d'instabilité politique après sa partition. Et c'est quand même ce que j'aimerais interpeller, parce que mon frère Elvis, là, il a eu une posture qui me plaît beaucoup. Et le Soudan a été partitionné. Soudan du Sud, Soudan du Nord. Au Soudan du Sud, c'est du désordre là-bas. C'est pas... D'abord aussi, il parle de révolution. Oui. Pourtant, il disait hier qu'après s'être séparé, ce serait bien. Au Soudan du Nord, encore, voilà une autre attitude. Non, il faut qu'on ait une posture. C'est ce que je dis toujours. Laissons le Soudan du Sud. Restons avec Omar. La question du Soudan remet en question même l'idée des révolutions aujourd'hui. Tous ceux qui se disent révolutionnaires devraient re-questionner leur positionnement, parce qu'aucune révolution dans le monde aujourd'hui n'est une révolution du peuple, c'est une révolution fabriquée par des officines, des services secrets étrangers et qui fonctionnent à l'avantage de ces services. Rapidement. Oui, Serge Alain, ça revient à ce que je vous posais la question de manière ironique la dernière fois quand vous avez parlé du printemps arabe. Que c'est quoi le printemps arabe? Le printemps arabe revenait à ce qu'on disait que si c'est un printemps arabe, il y aura un printemps de l'Afrique de l'Est, un printemps de l'Afrique centrale, un printemps de l'Afrique du Sud. Ça revient à ce que Jonathan a eu à dire, c'est-à-dire les révolutions. À qui ça profite finalement, ces révolutions? Est-ce le peuple soudanais réellement qui est en train de le revendiquer? Ou alors c'est un peuple qui est manipulé pour des intérêts égoïstes? Si c'est le peuple soudanais, je soutiens la révolution soudanaise. Ok, merci cher monsieur d'être venu. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Toute l'équipe conduite par Séverin Tchouban vous donne une fois de plus rendez-vous demain dès 19h. Rediffusion pour cette édition-ci, 23h GMT. Il sera minuit en Fidakad.